Je vous propose de commencer. Il est 12h03, donc bienvenue à toutes et à tous. Installez-vous bien confortablement pour ce webinaire du mois de mai, bien ensoleillé. Je m'appelle Candice Richard-Desbrions pour ceux et celles qui ne m'ont pas encore rencontrée. Et puis, en tant que nouvelle responsable événement au sein de l'Association des alumni HEC, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence en ligne avec Monsieur Christophe Fischer. Donc, je vous remercie pour votre présence et je tiens évidemment à remercier en particulier tous nos membres cotisants qui rendent cet événement possible, événement qui se veut encore virtuel. Avant de passer la parole à notre intervenant, je vous rappelle que cette conférence est enregistrée et qu'elle sera disponible sur la chaîne YouTube des alumni HEC Lausanne. Donc, pour le bon déroulement, je vous prie de rester en silencieux, donc avec le micro sur off. Vous pouvez envoyer vos questions en tout temps via la messagerie, le chat, en les adressant à point d'interrogation modérateur alumni HEC. Ces questions, elles seront répondues en priorité à la fin de la conférence. Et si le temps le permet, nous prendrons des questions en live aussi. Voilà pour les points logistiques. Et donc, maintenant, passons aux choses sérieuses. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir M. Christophe Fischer, HEC 93, guide de la durabilité. Il promulgue avec engagement depuis maintenant 7-8 ans des conseils aux entreprises et plus spécifiquement pour les PME. Il est convaincu que les solutions passeront par des engagements multi-acteurs et multisecteurs au-delà des prises de conscience personnelles. Avant d'en arriver là, il a été analyste crédit dans une grande banque, chef d'entreprise dans le domaine du géomarketing, chercheur de fonds dans le monde de la déficience intellectuelle ou encore président des alumni HEC. Depuis 2020, il anime un cours de stratégie durable pour les étudiants de première année master à HEC Lausanne en partenariat avec des PME de la région. Il a aussi la casquette de trésorier de la Fondation HEC ainsi qu'un parcours entrepreneurial chez Microgis. J'espère que c'est correct comme je l'ai dit, Christophe. Oui, oui. Mais maintenant, je ne vais pas vous retenir plus longtemps et je passe donc la parole à notre expert qu'il puisse partager avec nous toutes ses connaissances en matière de durabilité. Voilà, merci beaucoup pour cette présentation, Candice. Laetitia, grand plaisir d'accepter cette invitation. Merci à l'Association des alumni HEC. J'ai dit qu'Adi, son président, était aussi parmi nous, donc merci infiniment. Effectivement, on s'est permis tout à l'heure, on est un peu dans la grande famille. Pour moi, ça a toujours été important de garder ces liens avec l'université. Le monde académique en général, donc d'où mon implication à multiples casquettes. Et c'est effectivement très récemment, j'ai la chance d'enseigner avec un ancien contemporain, Steve Eschliman d'ailleurs, qui m'accompagne dans cet enseignement comme chargé de cours. Voilà. Et pour parler encore de la grande famille, puisqu'on a parlé de mon activité actuelle principale, elle est quand même comme guide chez PME Durable, on fait du conseil en durabilité, une entreprise qui a été fondée par Daniel Amrhein en 2009, qui est un ancien HEC aussi, 1991, je vais le préciser. Donc voilà, peut-être pour les toutes premières minutes, je vais vous téléporter dans l'auditoire de l'un des auditeurs de l'intranet. Je ne sais pas si ça sera le Valras ou le Pareto, mais enfin, on reste dans du virtuel. Mais juste pour dire que les tout premiers slides que je voulais partager avec vous, c'est quelque chose qu'on utilise vraiment comme ouverture de notre cours pour ces étudiants de premier master, avec lesquels on a juste quelques semaines pour leur transmettre les concepts de la durabilité avant qu'ils partent ensuite dans des entreprises pour réaliser vraiment un projet sur le terrain. C'est quelque chose que peut-être que la plupart d'entre nous n'avons pas connu à l'époque. Voilà, je vais prendre le principal tout de suite en essayant de vraiment être très bref sur la partie globale des enjeux actuels, voilà, les enjeux climatiques, sur le réchauffement, toute cette problématique de conceptuelle, je crois, sur la durabilité, même les définitions, je crois que c'est vraiment quelque chose voilà, qui est acquis, et c'est pas le but de passer trop de temps là-dessus, on aimerait vraiment qu'on ait du temps pour les solutions, puis surtout être dans le partage après, dans la discussion. Mais voilà, avec ce qu'on vit depuis une année, bien sûr qu'il y a cette vague du Covid, j'ai repris
cette illustration qui me semblait assez parlante dans le temps il y a quelques mois. Voilà, on est bien sûr préoccupé, et les entreprises y compris, en tant que personnes depuis plus d'une année par ce qui nous arrive en termes de… Voilà, on peut nous rappeler peut-être que la nature a aussi repris un peu le dessus, si on peut le dire comme ça, mais en tout cas qu'on vit une certaine phase de fragilité à laquelle on fait face, mais que derrière, voilà, les problèmes économiques sont loin de ne pas être résolus, au contraire, les impacts sont encore à venir. Et puis que, voilà, encore derrière, la problématique du changement climatique et l'effondrement de la biodiversité reste probablement les enjeux majeurs de ce 21e siècle, les choses étant bien sûr interconnectées entre elles. Mais donc, l'idée, c'est vraiment d'aller très vite sur un peu ce contexte global, et puis voilà, de ce constat finalement, qu'est-ce qu'on en fait? On est tous régulièrement à se poser la question. Donc, so what? Et puis, j'aimerais justement plutôt arriver sur une notion de solution. Voilà, quelles sont les possibilités qui s'offrent aujourd'hui à une entreprise, plutôt à une PME? On est là plutôt sur voilà, la PME en Suisse, pour affronter ces défis, et comment mettre en place une démarche de durabilité qui soit crédible et cohérente. Et puis, peut-être au-delà de quelques bonnes pratiques, il y aura voilà, j'ai la chance d'être accompagné par un expert dans le domaine du CO2, parce que pour moi, c'est un des outils qu'on utilise de plus en plus et qui va aider les entreprises à mieux agir dans la réduction de leur empreinte et dans leur réduction de carbone. Donc, Werner Alter, qui est le CEO de la société Climate Services, que je présenterai un peu mieux plus tard quand je lui passerai la parole. Et puis, vraiment qu'on ait ce moment de discussion. Donc, voilà. Mais quand même, pour vos ballons, voilà, basculer dans un petit peu comment on introduit notre cours avec ces étudiants qui sont la prochaine génération. Donc, on espère vraiment qu'ils vont empoigner les choses un petit peu différemment de ce qui a été fait peut-être ces derniers siècles, pour être un petit peu critique, mais avec bienveillance toujours. La question principale qu'on pourrait se poser, c'est avec les enjeux démographiques, là au milieu, est-ce qu'on peut vivre tous ensemble sur cette planète? C'est peut-être la question principale, et surtout au rythme de consommation, de production, etc., de mouvement de flux d'énergie que ça nécessite par rapport à nos modes de consommation. Donc, voilà, j'ai une fois, je me suis permis de formaliser le développement durable. Est-ce qu'on serait entre un peu l'urgence d'un côté, le déni, et puis voilà, celui qui pense encore qu'une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans ce monde fini, et effectivement, soit un fou, soit un économiste. Donc, en tant qu'économiste, je vais me permettre de laisser la folie de côté, même si elle fait peut-être du bien de temps en temps, et juste rappeler que, voilà, j'aurais pu prendre plein de graphiques sur les prévisions de réchauffement climat, du peak oil, voilà, d'épuisement des ressources, mais globalement, il y a une représentation et des études qui sont résumées par ces 9 limites planétaires qui montrent effectivement que pour plusieurs limites planétaires, on parle de l'intégrité de la biosphère, des flux biochimiques, du changement climatique lui-même, et de l'utilisation de l'eau, on commence soit à être dépassé, soit effectivement on s'approche dangereusement de cette limite. Donc voilà, je ne suis pas un géophysicien ni expert en climat, mais c'est vrai que ça fait quand même pas mal de dizaines d'années qu'on pressent un peu ces évolutions. Je vous rappelle juste, on en parlait encore hier dans un cadre artistique, mais enfin, le Club de Rome a été, en 1972, ont été les premiers à alerter et à publier un rapport quand même basé sur des experts qui ont mentionné les limites de la croissance. 1972, dans une année, on sera à 50 ans de cette étude. Donc, pour vous dire que le temps a quand même passé entre temps. Donc voilà, pour résumer, un monde qui est chamboulé, une planète qui est mise à mal. Voilà, on parle aussi avec les étudiants beaucoup de cet article pour démarrer, du Financial Times en 2019, septembre, sauf erreur, qui avait été co-signé par pas mal de dirigeants dans le monde et qui
c'était vraiment orienté et positionné comme un moment stratégique, comme quoi il fallait réinventer un peu nos systèmes et notre modèle d'affaires. Du coup, c'était vraiment cette redéfinition du capitalisme, parce que c'est temps de redémarrer différemment. Il y a eu ces discussions là autour du Economic Forum en haut à droite, et puis bien sûr les mouvements citoyens présentés par Greta encore et toujours, en marge des problèmes climatiques qui se traduisent par, entre autres, ces feux de forêt en passant de l'Amazonie, d'Australie. La planète est mise à mal à plein d'endroits. Donc voilà, c'est un peu le constat un peu triste. Maintenant, j'avais une petite vidéo parce que je me disais à un moment, quand on essaie de réfléchir, mais en fait, qu'est-ce qui fait finalement qu'on agit ou qu'on est un peu dans le déni peut-être. Je suis retombé sur cette théorie de la grenouille qu'on plonge dans l'eau froide. Et qui, voilà, on va monter petit à petit là. Je ne vais pas la passer en entier parce qu'on n'aura pas le temps, mais simplement, je crois que vous la connaissez peut-être, mais ce principe de si on la laisse dans l'eau en montant la température progressivement, elle va s'acclimater, elle va rester, et puis au bout d'un moment, l'eau va être tellement chaude qu'elle va quand même mourir. Alors que si on l'avait plongée d'un coup dans de l'eau à 50 ou 55 degrés, elle aurait bondi hors de la casserole et puis voilà, elle aurait échappé à l'effondrement, si je fais la traduction par rapport à ce qui nous attend peut-être. Hein, je partage du, du négativisme pour en faire, mais voilà, il faut quand même juste revenir aux chiffres. Donc, je fais le lien assez rapidement avec ce qui se passe en ce moment, hein, quand même. Le GIEC publie régulièrement des études et je crois que on peut, voilà, on peut encore contester ça, on peut le faire dans un autre contexte, mais là maintenant, voilà, je trouve qu'il y a suffisamment d'études et de scientifiques qui sont positionnés et les études sont de plus en plus robustes. Donc, juste pour rappeler que si en ce moment, le réchauffement va encore plus vite que ce qui avait été prévu il y a encore 2 ans dans la dernière étude. Donc, si on continue sur le même chemin, on sera plutôt à plus 4 degrés, hein, parce qu'il y a toujours cette limite à plus 2 qui n'est pas juste symbolique, hein, mais qui semble être un seuil au-delà duquel les choses se détérioreraient beaucoup plus vite encore. Et puis même, il y a des scénarios, quand on regarde les courbes, qui montrent des courbes qui vont jusqu'à plus 8 degrés potentiellement. Là, on est toujours par rapport au siècle précédent. Et puis juste pour dire aussi, j'ai une fois eu accès indirectement à des études de Shell et BP qui en interne dans des rapports prédisent 2050. Donc je ne pense pas qu'on peut dire que c'est des scénarios complètement utopistes quand on a des sources de ce type-là. Voilà, les impacts, voilà, on peut les connaître ou les imaginer. Il y a une forme aussi difficile à prédire. Bien sûr, c'est de temps en temps des effets climatiques comme des inondations ou voilà, réchauffement, l'impact sur les glaciers, c'est déjà quelque chose de plus connu. Donc, concrètement, c'est effectivement difficile à notre échelle humaine de se représenter les choses, mais voilà, j'ai juste ressorti aussi de la littérature quelques effets possibles. Je vais les passer en revue. Je ne vais pas être en catastrophisme, mais selon comment on agit maintenant et dans les 10 prochaines années, hein, qui sont assez critiques, on peut avoir des conséquences qui sont plus ou moins énormes à l'échelle de la planète. Voilà, ça c'était certaines des illustrations. Maintenant, voilà, la question c'est un petit peu qu'est-ce qu'on fait de tout ça. On a un problème, probablement qu'on ne va pas le résoudre en allant coloniser d'autres planètes. Enfin, ça c'est un avis personnel, mais il vaut ce qu'il vaut, mais en restant pour l'instant sur notre planète A. Et la question c'est qui va résoudre, enfin, une des questions qu'on se pose aussi, c'est, je reprends plus la casquette un petit peu du conseil et d'accompagnement en entreprise, hein, parce que on peut se dire, voilà, tous ces acteurs-là ont un rôle à jouer, ça c'est une évidence, hein, et nous on a pris le parti, mais c'est aussi notre rôle par notre formation de se dire que voilà, je pense que le monde économique qui a été peut-être un des grands précurseurs des problèmes, on va dire, aussi les moyens les plus importants pour résoudre ces enjeux et les affronter à la taille qui sont nécessaires.
Euh, donc, juste le monde économique j'ai dû changer la photo ce matin parce que personne ne connaît ce personnage, à moins que quelqu'un soit. Non, peut-être certains ont déjà repéré. Donc, c'est le nouveau CEO de Danone, hein, qui a remplacé Emmanuel Faber. Euh, donc, Antoine de Saint-Patrick qui a été nommé, sauf erreur hier, à la tête de Danone, qui était quand même parti dans une démarche assez complexe et complète de durabilité à une échelle assez grande, entre autres avec la certification du corps. Donc voilà, le monde économique et les autres acteurs, on pourrait les résumer. Voilà, il y a différents mouvements dans des films, dans des réunions internationales, il y a des programmes de l'ONU. Voilà, on ne va pas pouvoir détailler tout ça, mais dans les acteurs économiques, simplement, j'aimerais en citer deux rapidement parce qu'on est là aussi pour donner des inspirations et des bonnes pratiques, quelque chose de positif. Donc, alors à l'échelle mondiale, on va dire, on cite assez facilement, régulièrement Patagonia, qui reste un emblème en termes de comment ils ont développé une activité économique production avec toujours un grand respect voilà, des matériaux, de la traçabilité, des personnes et un engagement, je ne vais pas dire sans faille, mais pas loin. Donc Yvon Chouinard qui a un parcours personnel assez extraordinaire. Et puis Opaline à une échelle plus suisse, plus locale, donc les fruits, une entité qui a été développée par Sophia de Meyer, pour ceux qui la connaissent déjà. Donc voilà. Maintenant, les entreprises se trouvent face aussi à ces défis, et puis on a, nous, régulièrement, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui nous disent, bon, alors, il y a plein d'outils qui existent, il y a plein de manières d'aborder ça, mais comment est-ce lequel on choisit et comment est-ce qu'on avance, hein. Encore juste pour rappeler, ça c'était l'exemple de Patagonia, mais que celles qui s'investissent de manière crédible, elles peuvent le faire tout en continuant à optimiser les profits. Elles peuvent être des généreux contributeurs si elles créent suffisamment de valeur. Elles peuvent faire bénéficier à tout l'écosystème, à toute leur partie prenante, hein, des retombées de leurs bénéfices, benefit en anglais, mais enfin voilà, d'être dans des innovations où on réfléchit vraiment à l'impact positif d'un nouveau produit, d'une nouvelle activité, d'un nouveau service, et puis de réfléchir à l'impact avant même la rentabilité. Et puis prouver ce qu'elles font, ça c'est un enjeu de plus en plus grand probablement à notre siècle. Donc il y a plein d'exemples, mais je n'aurai pas le temps de détailler ça, mais voilà, que ce soit dans le monde du chocolat, du textile, de la mobilité, de l'architecture, de la nourriture ou de la construction avec de la brique pilée. Donc, j'aimerais surtout donner un petit peu une illustration. Elle vaut ce qu'elle vaut au niveau schématique, hein, mais où en sont la plupart des entreprises et puis où on aimerait les amener. Le monde économique devrait les amener. Et pour parler de crédibilité, si possible, d'arriver plutôt à la droite du graphique. Donc, si je prends à gauche un peu les deux premiers niveaux, on va dire, la plupart des entreprises sont encore, alors je parle encore peut-être plus des PME, mais aussi de certaines grandes entreprises, hein, qui ont, malgré le beau rapport publié, etc., des fois, pas autant d'actions que ce qu'elles veulent bien dire, mais on est souvent au départ dans des actions un peu éparses comme ça. Chaque entreprise fait déjà des bonnes choses, mais c'est une démarche qui n'est pas forcément structurée. Ensuite, on essaye vraiment de les aider, mais enfin, voilà, l'entreprise structure un peu plus, elle priorise en disant qu'on ne peut pas faire tout d'un jour à l'autre, surtout les piliers. Donc, on va prioriser, est-ce qu'on travaille sur les déchets, la mobilité, l'énergie, sur la formation, etc. Ensuite, il y a toujours un aspect de communication, hein, j'aurais pu le mettre à plein d'endroits, mais c'est important à un moment donné aussi de valoriser la démarche, que ce soit à l'interne ou à l'externe, une fois que les choses sont en place. Et puis, pour accompagner les plans d'action et cette stratégie qui se met en place, extrêmement important, mais là, voilà, je parle là des économistes ou des gestionnaire, donc je vois bien que vous savez de quoi je parle. Mesurer l'impact, définir des actions, y compris dans le domaine environnemental et social, avec des indicateurs, c'est pour moi le plus innovant qu'on puisse faire et la manière de piloter, de gérer vraiment le management, la durabilité.
Et puis, si on va encore aller plus loin ou en parallèle, on conseille vraiment de faire une analyse des parties prenantes. Ça veut vraiment bien comprendre son écosystème et comment on dialogue avec. Ça, une prise de matérialité. Je ne vais pas aller trop dans le détail. Et puis, voilà, on arrive petit à petit à. Je ne peux pas dire forcément que c'est l'aboutissement absolu non plus. Ça, c'est un petit peu plus délicat à schématiser. Mais en tout cas, ça peut être, dans certains cas, la manière la plus crédible de montrer son engagement et sa cohérence, c'est effectivement d'aller vers une certification. Il y en a toute une série. Maintenant, au niveau systémique, global d'une entreprise, on est quand même un peu plus restreint maintenant. Et si je reprends le périmètre suisse, voire suisse romand, on est sur une certification avec entreprise qui existe depuis un peu plus longtemps en Suisse, ou Bicorp maintenant qui vient de plus en plus ces dernières années. Je reviendrai brièvement là-dessus pour quand même vous montrer un petit peu plus en détail une de ces solutions. Et puis, là aussi, j'aurais pu le mettre ailleurs, mais à un moment donné, c'est de plus en plus intéressant d'intégrer en fait la démarche dans quelque chose de plus global, quoi, de se dire comment est-ce que je peux contribuer à ces 17 objectifs de développement durable que l'ONU a mis en place en 2015 et qui reste comme ça, comme une boussole pour tous les acteurs, pas seulement les entreprises d'ailleurs, et comment chacun peut y contribuer. Donc, quand je parle de certification, voilà, beaucoup me diront, mais c'est un peu la jungle, et je confirme effectivement. Alors, voilà, on a des spécialistes là en ligne, donc je ne vais surtout pas me mouiller trop là-dedans, mais en l'occurrence, voilà, il y en a certains qui sont tout à fait valables parce qu'ils sont aussi vérifiés, il y a vraiment quelque chose qui est extrêmement formalisé derrière et vérifié régulièrement et mis à jour, et puis d'autres certifications ou labels qui sont un petit peu plus, être un petit peu plus légers. Et qui se situent aussi à différents niveaux. Simplement pour schématiser, on se rend compte en fait que autant au XXe siècle, on s'intéressait encore surtout au niveau produit à ce que les produits soient, voilà, soient bons, dans le sens qu'ils soient fabriqués dans des conditions respectables et pas trop nuisibles à l'environnement. Donc, quelques exemples, le faire très le plus évident. Mais maintenant, c'est plus suffisant. On va dire, on aimerait maintenant passer à un niveau, enfin, on a passé à un niveau plus global parce qu'on peut maintenant favoriser. Je pense que c'est les entreprises qui auront fait cette démarche au niveau global de durabilité qui seront celles du 21e siècle. Donc, on veut des good company. Et les consommateurs, de plus en plus, va chercher des produits de ces entreprises-là. Et dans le B2B, là également, on voit que une fois qu'on est certifié, on a aussi des avantages par rapport à du business entre entreprises. Et voilà, je ne veux pas rentrer trop dans un seul schéma de certification, mais c'est vrai que celui-là, plus on avance, plus on se rend compte que Bicorp est la démarche holistique, systémique, qui est offre la plus grande performance, enfin, qui mesure globalement au mieux la triple performance des entreprises, et qui demande aussi un changement légal dans les statuts, d'intégrer le fait que voilà, l'entreprise ne vise pas uniquement un but de court terme et du profit à court terme, mais va se préoccuper effectivement aussi de l'environnement et du social. Juste comprendre que pour une telle démarche, il faut remplir un questionnaire d'environ 200 questions selon les domaines d'activité. Il y a des questionnaires différents selon les secteurs. On va aborder ces 5 chapitres voilà, sur la gouvernance, les collaborateurs, la collectivité, l'environnement et les clients, avec les notions opérationnelles, des notions qui touchent le business model. Donc ça permet aussi de re-questionner certains aspects de l'entreprise. C'est souvent extrêmement intéressant de se poser des questions, puis ensuite de prioriser ce qui est à améliorer pour obtenir un score qui doit être de 80 sur les 200 possibles, au-delà des 3 autres conditions, mais ça c'est le cœur de la démarche. Voilà, puis au niveau environnemental, on y viendra dans 2 minutes. Quand je passerai la parole à Werner, vous verrez que dans Bicorp, on questionne beaucoup les notions d'impact CO2 sur les différents scopes et qu'on questionne l'entreprise, est-ce qu'elle a mesuré ça de manière correcte et qu'est-ce qu'elle a mis en place pour réduire ces impacts et ces émissions. Voilà.
Sur les 200 questions, comme je disais, on obtient un score. Ça, c'est un des intérêts d'une telle démarche, hein, qu'on peut faire en auto-évaluation. D'ailleurs, l'outil est libre d'accès. C'est pas quelque chose d'hyper coûteux, on va dire, hein, peut-être un peu en temps, hein, mais après, voilà, on peut se faire accompagner ou pas. Et la certification elle-même n'est pas extrêmement onéreuse, mais on obtient un score global qui permet ensuite de savoir où on s'améliore. Voilà, c'était juste un exemple. On a des sous-scores, on peut se faire du benchmarking, mais voilà, je vais en rester là par rapport à Bicorp, pour dire que là, vous avez encore quelques exemples de références. J'ai plaisir d'en accompagner. Pas encore beaucoup en Suisse, il y en a 30 ou 40, mais voilà, certaines sont en cours de certification. Voilà. Au niveau des outils, comme je disais, on attache une énorme importance de plus en plus à mesurer les choses et puis bien sûr aussi l'actualité politique, mais pas juste du mois de juin. Hein. Je pense que c'est l'actualité du 21e siècle. Je pensais qu'effectivement, ça serait très intéressant d'avoir un petit bout de présentation spécifique sur cette thématique. On n'est pas spécialiste, mais on collabore avec Climate Services. Donc, je remercie Werner euh, qui va vous présenter en quelques minutes un petit peu de quoi il s'agit. Je vous ai juste là brossé son tableau. Et Climate Services, c'est vraiment une des références en Suisse dans le domaine. Voilà, Bernard, je te propose sans transition de donner la parole. Ben, merci Christophe, merci pour cette invitation. Bonjour à tous. C'est vrai que la partie CO2, donc c'est un des éléments du développement durable hein, qu'on peut considérer. Il y a évidemment tous les autres aspects dont Christophe vient de parler. Et puis, l'avantage du CO2, par contre, c'est que c'est quelque chose qu'on peut très bien chiffrer. Donc, nous, on est actifs dans ce domaine-là depuis quelques temps maintenant. Et on accompagne les entreprises dans la mise en place d'une quantification des émissions de CO2 et de la définition des objectifs de réduction de CO2, mais toujours dans un contexte global. Il faut évidemment que ça fasse du sens, il faut évidemment que dans l'ensemble, l'entreprise comprenne aussi pourquoi un engagement de ce type-là est important. Ce n'est pas juste une question de variation de température, juste entre guillemets, donc évidemment c'est la base, mais c'est toutes les contraintes que ça exerce sur les entreprises qui font que ça devient relativement urgent en fonction des secteurs d'agir dans ce domaine. Donc, prochain slide, voilà, je vous propose de regarder un tout petit peu les premiers chiffres. Il va y en avoir quelques-uns, mais pas trop. C'est les émissions CO2 de la Suisse sur les dernières années, donc jusqu'en 2018, et les objectifs qui ont été fixés. Ils ont été modifiés depuis fin 2019. Et ça passait un peu inaperçu, mais parce qu'en gros, les chiffres restent les mêmes. Donc, moins 20% en 2020, ça, on va les rater, c'est certain. Ou on les a ratés, mais on n'a encore pas les données. Moins 50% des émissions par rapport à 1990, c'est cette barre bleue qui est en haut, en 2030. Et puis, net zéro carbone. Alors, vous avez souvent entendu parler du CO2 neutre, c'est un terme qu'on a toujours utilisé jusqu'à maintenant. Maintenant, on parle du net zéro carbone. Il y a une différence fondamentale dans tout ça, c'est que dans le CO2 neutre, on autorise la compensation. La compensation, c'est ce qui est aussi possible encore en 2030. C'est l'achat de certificats qui permettent de compenser une partie des émissions qu'on va générer chez nous si on n'arrive pas à atteindre nos objectifs. Donc, la compensation, c'est ce mécanisme qui permet de financer des projets ailleurs pour réduire les émissions de CO2 ailleurs et donc compenser les émissions qu'on va générer nous ou qu'on n'aura pas réussi à réduire. Donc, cet achat de certificats, c'est quelque chose qui existe depuis le protocole de Kyoto et qui a bien fonctionné aussi pour mettre en place l'efficacité énergétique, notamment dans les pays en voie de développement, puis d'accompagner ces pays avec des nouvelles technologies, etc. En 2050, maintenant, ce qu'on veut, c'est du net zéro carbone. Et la différence, c'est qu'on ne va plus acheter des certificats de compensation, mais on va vouloir substituer à l'atmosphère les émissions de CO2 qu'on va générer, hein, l'équivalent de ce qu'on va générer. Donc, en l'occurrence, là, on aura une tolérance encore d'environ 11 millions de tonnes de CO2 par année. Et ces 11 millions, on devra d'une manière ou d'une autre les stocker, soit sur le territoire, soit ailleurs, mais les extraire de l'atmosphère. Donc, c'est plus la question d'acheter, mais vraiment de faire le travail chez nous et de nous réussir à réduire ces émissions. Ça pose évidemment un certain nombre de problèmes. C'est comment est-ce qu'on va arriver à faire ça et quelles sont les possibilités qu'on a de stocker du CO2
chez nous, et jusqu'à quel point est-ce qu'on peut réduire? En l'occurrence, la réduction ici, elle devrait être d'environ 75%. Donc, si on passe au prochain slide, Christophe, merci. L'Office fédéral de l'environnement a publié fin de l'année passée les perspectives énergétiques 2050+, qui cherchent un tout petit peu à trouver une solution à cette problématique-là et qui mettent des chiffres sur ce qu'il faudra faire jusqu'en 2050, les objectifs jusqu'en 2050, pour atteindre ce fameux net zéro carbone. Donc, il y a quelques solutions qui vous sont proposées là. En gros, ça veut dire 100% d'énergie renouvelable, donc plus du tout de combustion d'énergie fossile, sauf si elle peut être compensée par du stockage. C'est ce qu'on va demander, par exemple, aux cimentiers. Stocker 3 millions de tonnes à peu près dans les forêts et les sols qu'on a, et envoyer environ 8 millions de tonnes dans les pipelines jusqu'en Norvège pour les stocker dans les anciens puits de pétrole. Donc, c'est évidemment des solutions qui sont pour l'instant politiquement pas défendables et raisonnablement pas défendables de dire on va envoyer 8 millions de tonnes jusqu'en Norvège. Donc, il va falloir trouver des solutions et trouver des solutions à l'interne chez nous pour atteindre ces objectifs-là. En parallèle, évidemment, efficacité énergétique, énergie renouvelable, c'est des choses qu'il va falloir mettre en place assez rapidement parce que finalement, 30 ans, c'est pas tellement long pour un bouleversement de ce type-là. Sur la prochaine slide, je vous propose de regarder quelques éléments qui ont été mis en place depuis les années 90 et qui sont prévus pour les prochaines années pour essayer d'atteindre ces objectifs. Alors, le prochain élément, c'est évidemment la nouvelle loi sur le CO2 sur laquelle on va voter très prochainement. Elle prévoit un certain nombre de choses et notamment dans l'ordonnance d'application, on prévoit une augmentation de taxes, que ce soit les taxes CO2 sur les combustibles qui vont augmenter fortement. On aura une majoration du prix du carburant qui peut aller jusqu'à 12 centimes. On reste quand même très incitatif, pour l'instant en tout cas. Les éléments suivants qui vont être mis en place, ça pourra très bien être des choses comme l'obligation d'assainir des bâtiments, par exemple, interdiction de chauffer au mazout, ou remplacer les producteurs de chaleur qui fonctionnent aux énergies fossiles. Donc, vraiment aller vers des obligations, sinon, on ne va juste pas y arriver. Les mesures aujourd'hui prévues dans la loi sur le CO2 vont permettre de réduire à peu près 40% des émissions de CO2. Je rappelle, l'objectif, c'est moins 75. Donc, tout le reste encore à faire. C'est des choses qui vont arriver et qui vont fortement, évidemment, impacter la totalité de notre économie dans tous les secteurs. Alors, à titre privé aussi, évidemment, on aura des charges supplémentaires. Vous avez peut-être vu les discussions qu'il y a sur ce que va coûter la loi sur le CO2 aux particuliers. Mais c'est surtout pour les entreprises que ça va devenir très vite très problématique. Et sur le prochain, j'ai juste voulu résumer un tout petit peu. Finalement, tous ces éléments qu'on va mettre en place dans le contexte de la lutte contre le réchauffement climatique, au final, ça va représenter des risques et des opportunités. Et des risques, il y en a. Je parle de risques financiers. Tout à l'heure, je mentionnais l'obligation d'assainir les bâtiments. Très concrètement, si vos bâtiments ne sont pas assainis au moment où vous voudrez les vendre, ils auront perdu une valeur substantielle parce qu'il faudra faire ces travaux avant de pouvoir le vendre. Donc la FINMA, aujourd'hui, dans la révision de la loi sur le CO2, prévoit de mettre des critères climatiques sur l'octroi de prêts. Les banques ont fait un travail assez important dans tout ce qui est investissement, sur tout ce qui est crédit. Il n'y a absolument rien qui n'a pas été fait. On a essayé d'engager la discussion avec plusieurs banques, mais très concrètement, financer aujourd'hui une maison qui sera plus aux normes dans 5 ans ou 10 ans, ça peut poser un problème en termes de valeur du bien immobilier. Après, pour les marchés, évidemment, ça pose aussi un certain nombre de problèmes. Les multinationales aujourd'hui s'orientent vraiment fortement vers une réduction de l'impact CO2. Ça implique aussi les fournisseurs. Donc, il y a pas mal de fournisseurs, notamment de grandes sociétés, qui se penchent sur la thématique parce qu'elles veulent garder ce marché, elles veulent rester fournisseurs et que les clients leur demandent de montrer ce qu'ils font en termes de réduction CO2. Un élément peut-être très parlant, si vous prenez Coop et Migros, ils ont pour objectif de devenir CO2 neutre et ils imposent aux maraîchers qui les fournissent en fruits et légumes une production CO2 neutre d'ici 2023. Il faut savoir que l'essentiel des serres en Suisse est chauffé avec du gaz notamment. Et puis, tous ces maraîchers devront donc changer leur porteur de chaleur. Ce qui pose un autre problème, c'est que le gaz produit du CO2 assez pur et ce CO2 est réinjecté dans les serres pour favoriser la croissance des plantes.
Du coup, si on ne veut plus chauffer au gaz, ils doivent acheter du CO2 industriel pour pouvoir réinjecter ça dans leur serre. Et ça a des coûts évidemment énormes. Mais c'est une condition pour rester fournisseur de ces grands distributeurs. Donc, c'est vraiment des contraintes qui deviennent vraiment très sévères pour certains, parfois insurmontables, et qui posent des questions sur comment est-ce qu'on va vraiment gérer cette transition. Il y a évidemment des opportunités dans des changements pareils, hein, financiers aussi, parce qu'on a des subventions pour l'instant, on peut en profiter. Il y a aussi toute la partie finance durable, je le montrerai après, mais elle est en pleine expansion. Mais évidemment, des nouveaux produits à développer, des nouveaux services à développer, des choses comme ça qui peuvent trouver preneurs sur des marchés aujourd'hui et qui avant ne trouvaient pas preneurs. Donc c'est une occasion vraiment de développer des nouvelles choses, de développer des nouvelles approches et finalement d'aller chercher des nouveaux marchés qui étaient avant inaccessibles. Sur le dernier, finalement, qu'est-ce que les entreprises vont faire pour faire ça? C'est assez classique, hein. On n'invente rien. Il faut commencer, comme Christophe l'a dit à plusieurs reprises, par quantifier les choses, hein. Une fois qu'on sait où on se trouve, d'où proviennent nos émissions de CO2, après, on va pouvoir fixer des objectifs puis se dire, je sais où je suis maintenant, je sais vers quoi je veux aller en 2050, ou quelles seront les contraintes en 2050. Comment est-ce qu'on va faire pour y arriver? Et ça concerne la mobilité, évidemment, l'énergie, ça concerne les déchets, la consommation d'eau, de matières premières de façon générale. Donc, sur tous ces éléments-là, réussir à fixer des objectifs et après planifier finalement, planifier les mesures et surtout les investissements qui sont nécessaires pour réaliser ces mesures. Mais en tenant compte de tout ce qui est justement subvention, valeur des produits qu'on propose, les taxes, etc., etc. Et du financement pour faire ça, il y en a. Je vous montre sur la droite quelques graphiques sur la croissance de ces investissements durables. Elle est quasi exponentielle sur toutes ces dernières années. Elle est en très forte croissance, donc il y a beaucoup d'argent qui part dans les investissements durables. Et il faut réussir à faire communiquer un peu ces deux mondes. Donc on travaille aussi là-dessus, comment faire passer l'argent dans les projets, dans les entreprises, pour pouvoir au final réaliser toutes ces mesures de réduction d'émissions de CO2. Une des problématiques, c'est que généralement, le rendement, le ROI sur ces mesures-là est relativement long terme. On parle facilement de 5 à 10 ans, et que du coup, les entreprises peinent à réaliser tout ça. Et il faut mettre en route ce mécanisme, leur faire comprendre que c'est important de réaliser ces projets maintenant, parce que finalement, ça va coûter sur l'ensemble beaucoup moins cher que si on attend et qu'on est au final forcé à résoudre le problème sous contrainte. Donc voilà un peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Christophe, je te redonne la parole. Tu as encore le micro coupé par contre. Christophe, tu as ton micro. Voilà. Voilà. Effectivement, merci beaucoup. Effectivement, je retiens effectivement cet arbitrage entre le long terme et le court terme, hein, c'est toujours une des difficultés. Et puis peut-être s'il y a des banquiers dans les participants, peut-être qu'on les entendra réagir peut-être après, mais c'est vrai qu'il y a un défi énorme dans la branche là par rapport à ces plans climatiques, mais on laissera la place à des questions tout à l'heure. Donc simplement pour conclure, très rapidement, moi je voulais donner juste quelques points que peut-être prendre avec vous d'ici une demi-heure, mais les points à retenir, c'est que globalement, finalement, oui, je pense qu'il y a une urgence, malgré l'invisibilité de la menace, on va dire, mais que voilà, peut-être plus concrètement, en tant qu'entrepreneur ou dirigeant, vous avez une responsabilité sur cette thématique, vous êtes attendu là-dessus. Vous avez entendu Werner tout à l'heure, c'est juste, on a de plus en plus de grandes entreprises qui deviennent de plus en plus exigeantes sur ces aspects de compliance, sustainability par rapport à leurs fournisseurs et leurs différentes parties prenantes. Il y a des démarches et des outils qui existent pour chaque organisation, donc il faut effectivement trouver la bonne, mais elles sont de plus en plus efficaces et performantes. L'important, c'est aussi de rester dans une démarche positive et participative. Ça, c'est un peu l'essence aussi de la durabilité. Ça peut être bon pour la marque employeur. Là, je parle peut-être pour ceux qui vont jusqu'à la certification. Je n'ai pas eu le temps de parler mais par exemple, quand on Vaud a mis en place cette marque Vaud pour laquelle on a été mandaté pour aller auditer les entreprises, que ce soit des vignerons ou des électroniques, mais enfin voilà, il y a une communauté comme ça de marques citoyennes qui vont s'afficher de plus en plus
en tant qu'entreprise d'excellence. Et là, on ne parle pas juste des produits, hein, il y a aussi une approche produit dans la marque Beau. Et puis que ça reste un excellent vecteur d'amélioration continue et d'innovation, c'est ce qu'on a besoin, mais peut-être d'innovation en tenant compte d'autres paramètres, en l'occurrence environnementaux et sociétaux. Voilà, je crois qu'on va en rester là pour qu'on ait le temps d'échange. On est très ouvert à vos questions et pour la discussion. Je passe la parole à Laetitia ou à Candice. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Christophe. Candice, je me permets juste d'intervenir pour aussi vous informer, surtout si vous êtes dans une position de décideur dans une entreprise, etc., qu'il y a une étudiante de Christophe qui fait une recherche sur quelles sont les motivations et les obstacles qui sont rencontrés justement par les responsables d'entreprises suisses lorsqu'il s'agit d'engager leurs entreprises pour la durabilité. Je vais vous mettre le lien en ligne, il est aussi dans notre groupe LinkedIn. Donc, n'hésitez pas aussi à prendre. Je l'ai testé, c'est 5 minutes chrono. Donc, je vous assure que ce n'est pas très long, mais ça vaut la peine et ce sera aussi utile indirectement pour Christophe, vu que c'est une étudiante qui fait ça dans le cadre de son travail de master. Donc, merci beaucoup, Candice. Je te repasse la parole. Merci. Merci Laetitia. Merci Werner et merci Christophe pour ces deux présentations très complètes. Je laisse maintenant la parole à notre modérateur Abbas, qui a certainement reçu des questions auxquelles on vous laisse le plaisir de répondre. Bonjour à toutes et tous. Alors, une des premières questions que j'ai reçues vient de monsieur Frank Gerritsen. J'espère que je n'écorche pas votre prénom ni votre nom de famille. La question est la suivante. Pouvez-vous donner votre avis sur les votations du 13 juin? Il précise qu'il s'agit de la loi CO2, mais également des deux initiatives sur les pesticides et sur l'eau. Alors, bonjour Franck, ouais. Merci pour la question. J'ai envie vraiment de dire comme on est dans un contexte apolitique, dans l'enseignement ou dans l'association, on va difficilement pouvoir y répondre peut-être de manière personnelle, mais peut-être que par rapport juste la loi CO2, je laisserai peut-être Werner répondre là-dessus, parce que je sais qu'il a l'objectivité nécessaire par rapport à ça. Objectivité, je ne sais pas. C'est vrai que, alors, pour ce qui est vraiment que la loi sur le CO2, elle contient un certain nombre d'éléments qui sont incitatifs toujours. Et, à mon avis, ça manque d'éléments contraignants quand on voit les objectifs qui sont à atteindre. Les discussions qu'il y a autour du prix du CO2, et enfin du prix en tout cas que ça peut coûter à une famille ou à une personne en termes de taxes, etc. J'ai envie de dire, il faut le mettre en relation avec ce que ça va nous coûter si on ne fait rien. Le prix de l'inaction, il est difficile à chiffrer, il a souvent été déjà discuté. Il y a eu ce fameux rapport Stern qui était un peu un point de départ aussi sur toutes ces discussions, qui montre très clairement qu'au final, si on n'agit pas maintenant, tout ça, ça va nous coûter encore beaucoup, beaucoup plus cher que ce qui était prévu en termes de taxes et autres. Donc, pour moi, la loi sur le CO2, évidemment, c'est une première étape incontournable. Si on veut tenir un tout petit peu les engagements qu'on a pris au niveau international, c'est presque pas possible de faire sans, c'est évident. Et oui, ça va coûter, c'est le principe du pollueur-payeur encore pour l'instant. Très concrètement, ça ne va plus être comme ça longtemps, ça va vraiment être des solutions beaucoup plus contraignantes qu'il faudra mettre en place, des interdictions, des obligations d'assainir les bâtiments, etc. Et pour la mobilité aussi, à l'importation des véhicules est là-dedans, si on veut un jour réussir à vraiment inverser la tendance. Merci beaucoup. Il y a une série de questions, il y en a 3, de Maëlle Jacot-Descombes. Je pense qu'elle est également adressée à vous deux. Quel serait l'impact sur l'ambition de neutralité carbone de Suisse en 2050 si la loi CO2 ne passe pas? Quels sont les autres leviers que pourrait utiliser la Confédération pour inciter au changement? Et puis enfin, les objectifs chiffrés sont-ils inscrits dans la stratégie à long terme de la Suisse? Je peux peut-être rappeler la première question. Quel serait l'impact sur l'ambition de neutralité carbone si la loi CO2 ne passe pas? Alors, c'est Werner aussi répondre à celle-ci. Alors,
on sait que les mesures qui sont proposées dans la loi vont réduire au final 40% des émissions de CO2 par rapport à 1990 jusqu'en 2050. Ce qui veut dire qu'elle est totalement insuffisante pour les objectifs qu'on s'est fixés. Si on ne fait pas ça, on risque bien de continuer à émettre un peu plus que ce qu'on fait encore maintenant. La mobilité, les émissions vont continuer à augmenter. On a beaucoup de peine à les stabiliser, malgré les lois existantes. Donc, le risque, évidemment, c'est qu'on dévie encore plus de la trajectoire qu'on s'est fixée de réduction d'émissions de CO2. C'est assez évident. Est-ce qu'il y a des alternatives à ça? Est-ce qu'il y a d'autres moyens qu'on peut mettre en place? Pour moi, les mécanismes les plus efficaces dans cette transition et les plus effectifs dans cette transition, ce seraient des mécanismes du style incitation financière, mais dans le marché. Des mécanismes, vraiment des mécanismes de marché. Changer des modèles de fonctionnement qu'on a, changer l'intérêt qu'ont les entreprises. Je prends toujours cet exemple de l'immobilier. Un propriétaire d'immeuble qui veut assainir son bâtiment, il va simplement, au final, réduire les charges pour ses locataires. Mais il ne va pas pouvoir se récupérer. Et c'est simplement le modèle financier qui fait que ce n'est pas possible pour lui de récupérer ça. Les lois sont faites de cette manière. Donc, il n'y a aucune incitation pour lui à rénover son bâtiment. S'il pouvait bénéficier de cet investissement-là, il y aura un intérêt pour lui de le faire et les choses iraient beaucoup plus vite. On a aujourd'hui un taux d'assainissement des bâtiments qui est de moins de 1%. Donc, ça met plus de 100 ans pour renouveler le parc immobilier. On devrait monter à plus de 2 pour pouvoir atteindre les objectifs. Donc, clairement, il faut des mécanismes incitatifs, mais pas juste des subventions parce qu'elles sont insuffisantes. Il faut des mécanismes de marché qui doivent permettre de changer l'intérêt que les gens y ont et trouver des mécanismes qui permettent de faire bénéficier celui qui réduit ses émissions ou réduit ses besoins en énergie et pas juste lui faire baisser ses charges. Ou en l'occurrence au locataire. Je ne sais pas si ça répond à tous les points. Pardon ? Non, il y avait une deuxième partie, je crois, au niveau confédération, qu'est-ce qui pourrait être fait en plus, c'est ça? Attends, on ne vous entend plus, cher modérateur. Merci bien. La seconde question était quels sont les autres leviers que pourrait utiliser la Confédération pour inciter au changement? Mais l'ultime était les objectifs chiffrés sont-ils inscrits dans la stratégie à long terme de la Suisse? Alors ça, oui, donc les objectifs chiffrés sont inscrits dans les objectifs. Ils sont en fait, c'est un engagement que la Suisse a pris au niveau international dans le cadre des accords de Paris. Donc, ils sont inscrits là-dedans. C'est des engagements qu'on a pris et qui peuvent n'être que durcis. On ne peut pas revenir en arrière. Vous avez peut-être vu en Europe, maintenant, ils ont de nouveau durcis. Ils ont été à 55% en 2030 en termes de réduction des émissions de CO2. Et c'est un peu la tendance partout, c'est de dire on va être encore plus exigeant parce qu'on n'y arrivera pas autrement. Et peut-être au niveau des autres incitations, on va dire. Effectivement, alors ces plans climat, il faut savoir qu'ils existent au niveau global, ensuite national, et puis ensuite au niveau des cantons qui se sont engagés pour leur propre plan climat. Donc, alors ils ont, comme disait Werner, ils ont posé le cadre et les objectifs, mais de savoir comment les atteindre, ça c'est encore toute une grande question. Juste pour exemple, le canton de Vaud, alors c'était encore avant le Covid, mais le budget existe toujours. On avait débloqué un budget de 75 millions à l'innovation et la durabilité. Donc, il y avait sur ces 75 millions, 25 millions qui étaient vraiment dédiés à la durabilité. Donc là, on pouvait imaginer petit à petit des programmes qui viennent, comme l'a dit Werner Alter, sur les incitatifs pour les entreprises à mettre en place des projets de réduction d'impact, qu'il s'agisse en termes de mobilité ou de déchets. Enfin, on peut imaginer pas mal de choses. Donc ça, c'est quelque chose maintenant qui, voilà, un petit peu passé à la sous-jacent par rapport à ce qu'on dit depuis une année, mais qui va reprendre et qui va être mis en place prochainement. Donc là, il y a des priorités quand même qui ont été dégagées. Et puis peut-être juste citer, c'est un exemple parmi d'autres, mais on pense que les entreprises ont peut-être besoin par moment d'incitation, de coups de pouce, mais aussi qu'elles, voilà, on pense à la responsabilité sociétale de l'entreprise, que ça va aussi venir des entreprises elles-mêmes. Aussi pour gagner des parts de marché finalement, et que là, il y a, au-delà des certifications dont j'ai parlé, entre autres du corps qui est relativement exigeante, mais il y a un programme intermédiaire, on va dire, que je peux juste citer, qui s'appelle le Swiss People Impact,
qui a été lancé par Bilab. Alors, c'est la même ONG, mais qui s'adresse vraiment à un pool d'entreprises beaucoup plus large. Vous pouvez juste aller regarder, on vous mettra les références. Sweet on Impact, c'est un projet qui est soutenu par la Confédération et c'est le premier projet de ce type-là qui incite les entreprises à réfléchir vraiment sur les actions déjà en place, mais aussi surtout par rapport aux 17 au début, de voir sur lesquels, tout au long de la chaîne de valeur, ils auraient un impact majeur et qui, petit à petit, c'est pas un long programme, c'est 2 ateliers d'une demi-journée, puis entre deux, il faut un petit peu avancer, puis engager l'entreprise, mais ça permet de prioriser des actions et puis de rentrer vraiment dans quelque chose de très pragmatique, où à la fin, on s'engage sur quelques projets avec des objectifs mesurés, voilà, tout ce que j'ai déjà un petit peu décrit tout à l'heure, qui permet ensuite de rentrer donc, finalement dans ce répertoire du STI, qui permettra peut-être un peu une référence et de créer une communauté d'acteurs de nouveau qui a un peu des valeurs semblables. Parce que de nouveau, le consommateur a besoin de cette information, et je finirai juste par là, au-delà de la confédération et des cantons publics. Voilà, je pense qu'en tant que consommateur, pour parodier Sophia de Meilleur de nouveau, mais peut-être chaque fois qu'on dépense un franc, en fait, c'est aussi un vote qu'on met d'un côté ou de l'autre dans un panier ou l'autre en termes de durabilité. Merci beaucoup. Encore une question, encore 2 questions. Une de Robin Cornelius qui demande, qui dit que la transparence a pour prérequis la traçabilité. Qui d'une démarche en ce sens? Oui. Alors, on a un spécialiste de la traçabilité. Bien sûr, Robin, tu as complètement. Alors, j'aimerais d'abord dire sur la transparence, c'est quelque chose qui revient régulièrement à la surface. On préconise Bicorp, dans une démarche Bicorp, c'est une dimension qui est extrêmement présente dans les entreprises aussi. Mais bon, voilà, de demander aux entreprises d'afficher leur démarche et comment elles les prouvent, ça c'est déjà une chose au niveau global. Au-delà de publier leurs chiffres déjà, hein, et puis ensuite de répondre à leurs parties prenantes de manière un petit peu plus détaillée que certaines font actuellement. Hein, vraiment une opacité qui est assez étonnante. Et après, un des enjeux qui ressort régulièrement, et encore plus dès qu'on est dans un secteur industriel de production, c'est bien sûr toute la chaîne de valeur, de regarder ses fournisseurs et d'aller vérifier qu'eux aussi respectent toute une série de conditions. Hein. C'est la compliance que vous avez mis en place il y a 25 ou 30 ans en plus chez Switcher de manière extrêmement innovante et pionnière. Hein. J'ai eu la chance de suivre un petit peu ça. Et cette traçabilité, pour moi, elle est au cœur d'énormément d'enjeux. Parce que c'est que comme ça qu'on donnera toute l'information à tous les stades de la chaîne. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, j'ai des outils qui font très bien ça. Tu pourras même nous rappeler le nom de votre approche, mais je pense que c'est un besoin maintenant qui est nécessaire pour et les entreprises dans le B2B de nouveau et pour les consommateurs d'avoir le droit à cette information-là, de savoir d'où vient mon produit, parce que quand même on est pas mal enfumé, si je peux me permettre un avis personnel. À un moment donné, si on veut un grand changement, alors je réponds indirectement pour juste là-dessus, peut-être à la votation prochaine. Moi, j'ai balancé des deux côtés pendant un bon moment. Finalement, je veux dire, si on veut vraiment des vrais changements, et je pense qu'on a vraiment besoin de changements systémiques, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi prendre des mesures un peu plus drastiques. Mais peut-être qu'en franchement, si tu veux juste dire 2 mots sur comment vous approchez les choses. Tu parles à moi, Christophe? Oui. Fondateur de Switcher, pour ceux qui peut-être ne seraient d'une génération qui n'aurait pas connu cette marque précurseur ou pionnière dans le domaine du textile et du vêtement. Bon, j'ai vendu Switcher il y a plus de 10 ans, mais pour revenir, quand on s'est connu dans le cadre de Microgis, pour ma part, c'était pas 72, c'était 92 quand il y avait Rio. Je revenais d'un vol d'Hong Kong, puis il me parlait de sustainability, j'ai dit quoi ce terme-là? Et j'ai réalisé que ce qu'il disait Rio, c'est ce qu'on faisait depuis une petite dizaine d'années. Et ma remarque est que par rapport à la traçabilité, on travaille avec, c'est paradoxal, Product DNA, on travaille 80% avec l'étranger, des grands groupes du CAC 40, qu'on fait leur traçabilité et tout. Les gens ne comprennent toujours pas quand on dit un produit est transparent. Non, il est traçable.
une entreprise est transparente. Non, elle a une démarche de transparence. Et on dit cela, la traçabilité a un problème. C'est que les gens ils doivent dire, ah, je dois montrer à mon concurrent, et parce qu'on fait du mapping, enfin, on trace des centaines de millions de pièces, enfin 140 millions, et puis ils disent, mais je ne dois pas donner le nom de mon étape à ce client. C'est bon, on peut cacher, on vérifie. Il faut la traçabilité, qui est le prérequis de l'information mappée sur une chaîne, qui est le prérequis à une démarche de transparence. Si je suis transparent, Christophe, je te dis, oui, je te dis tout, moi je travaille avec ces 2 agents. Ah, c'est cool, mais ils font quoi derrière? Ah bah, je sais pas, moi je travaille avec eux. On doit remonter la traçabilité ascendante jusqu'aux matières premières. Et je vais juste dire un truc qui est important, ce qui, bon, c'est passé la moitié de ma vie dans le domaine, mais que je suis senior en septembre, c'est qu'il y a un prérequis, traçabilité de l'information. On aide, on accompagne les marques. Je ne peux pas parler de productivité, je n'ai plus rien à vendre. Et puis après, voilà, avec ces informations, regardez où vous pouvez vous améliorer, le CO2, etc. Après, il y a une démarche de transparence. Et le seul point, Christophe, tu balances en 2 trucs. Moi, j'ai cru que c'était l'entreprise. J'ai passé 10 ans de ma vie en Inde à monter des chaînes incroyables. Mais c'était juste un truc à la Robin. Comment faire globalement? Parce qu'avec notre respect code, il n'y avait personne qui allait voir, quelques milliers de gens. C'est qu'il n'y a qu'un vecteur du changement, c'est le conso. Le nouveau consommateur, mes enfants, c'est notre génération. Le consommateur qui est responsable, c'est facile à dire, mais qui veut de l'information. Ce produit-là, comment il est fabriqué, quand instantanément, avec une micro-vidéo, le conso, avec les réseaux sociaux, ce que fait très bien Sophie Ademeyer, va interpeller. On fait du B2B. B Corp, c'est très bien. On fait tous du B2B. Moi, j'étais membre du board SA 8000 pendant 10 ans. On fait du B2B, mais ça sert à rien. Enfin, non, pardon, c'est très important. Mais le B2B permet d'aller au B2C, d'informer le consommateur. Puis après, avec les réseaux sociaux qui n'existaient pas de mon temps, il y aura du C2C. Ils s'échangent dans les forums, dans les blogs. Puis tout à coup, tu as un missile qui part, enfin, un missile, c'est négatif, une question du C2B, le consommateur qui dit pourquoi vous faites ce produit, pourquoi, ça paraît con, mais c'est une question légitime, ou et par qui, pas made in, made by, et comment. Et les entreprises sont perdues, parce qu'elles ne sont pas bien. Elles ne savent pas, il faut demander à mon acheteur, il faut demander à mon marketing guy. Donc, le consommateur, quand il placera ces questions, il va, on disait, de ton époque, je disais, consumers one day will be voters. Il faut considérer que les populations, que nous sommes tous des consommateurs, je crois que ça c'est bien, j'ai besoin de savoir cela. Et ça, il ne faut pas sous-estimer. Donc, je suis très positif. Alors vraiment, la traçabilité, c'est la clé. Mais c'est la clé. Christophe, quand on travaille avec Microgis, c'est pour avoir des informations pour une implantation boutique. Souviens-toi, c'est magnifique. Parce que sans connaître l'information, tu ne peux pas vraiment décider. Alors, une boîte qui veut être transparente, c'est bien pour ses ventes et tout. Et juste un dernier point, quelqu'un l'avait dit avant, c'était juste toi ou c'était Werner, c'est que nous, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein d'entreprises qui achètent des produits, bon, on rentre dans le truc, puis ils disent, il me faut la traçabilité, parce que je revends à ce client pour 2 millions d'euros de bed linen, de linge de lit, quoi, c'est en allemand en l'occurrence, alors je vais lui offrir tout. Dis-moi combien ça coûte. Pourquoi? Parce que je veux fidéliser, lui montrer que je suis compétent, et en lui offrant la traçabilité, il va rester acquis. Et donc, les sous viendront du B2B qui veut survivre pour à la fin pouvoir communiquer au consommateur qui va voter oui ou non pour un produit. Et je pense que c'est ça qui est très important. Tout le reste est dit, c'est passionnant, c'est juste, c'est tout. Mais moi, il ne me reste plus que 5 ans, on va dire, 75 ans, 10 ans. Mais le consommateur, il doit savoir, il a le droit de savoir. Et là, on est tous impliqués. Voilà, merci beaucoup. Ouais, merci Robin. Non, c'est important. Et voilà, engagez-vous, disait un philosophe du XXe siècle. Donc, engagez-vous, ça peut être par rapport, par exemple, dans la FRC qui défend les consommateurs. Donc, je vois que l'heure avance. Je propose qu'on prenne une dernière question. Évidemment, pour ceux qui doivent déjà nous quitter, sentez-vous libre. Et puis sinon, Abbas, je te laisse choisir une dernière question. J'en ai reçu beaucoup. Donc, navré de ne pas pouvoir répondre. Et puis, merci pour votre interactivité. Je pense qu'en considérant que M. Fischer est également chargé de cours, je vais choisir une question qui est adressée dans ce sens-là. Les business schools, et en particulier la finance, changent-elles vraiment les modèles, paradigmes transmis aux étudiants?
entre parenthèses, croissance limitée, etc. Oui, c'est une grande question, effectivement. Merci. Alors, je dirais qu'une évolution, il y a. On a la preuve, vu qu'on a pu ouvrir ce cours-là, et ce n'était pas tout à fait le premier, hein, il y avait déjà 15 ou 20 ans, un professeur d'éthique à l'Université de Lausanne, certains ont connu Guido Palazzo, qui est toujours là, hein, vice-doyen, qui a beaucoup œuvré pour transmettre cette dimension-là. Maintenant, de ma connaissance, mais voilà, je ne suis pas impliqué dans tous les cours de la faculté, j'ai l'impression quand même encore que malheureusement, ce sustainability, les modes de pensée, on va dire, parce qu'on est encore dans des dogmes, hein, donc les modes de pensée n'ont pas traversé toutes les matières. On devrait quasiment avoir quelque chose de transversal qui fait que chaque professeur, soit en marketing, en finance, en organisation, en informatique, intègre en fait ces modèles de durabilité. Pour qu'un jour on n'en parle même plus, en fait, c'est le rôle aussi, c'est ce qu'on observe dans les entreprises. Le jour où on n'a même pas besoin de parler de développement durable, c'est suffisamment acquis pour que ce soit une sorte d'évidence. Et on ne devrait même plus parler de durabilité, d'ailleurs, on devrait parler d'économie inclusive, régénératrice, économie circulaire, beaucoup plus. La durabilité, c'est déjà préparé ce qui a été abîmé, donc c'est plus suffisant. Enfin, ça, c'est juste pour la partie. Voilà, j'espère que j'ai répondu un tout petit peu à la question, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire pour les business schools, honnêtement. Ouais. La question était de Patricia Yann. J'ai mentionné le nom de ceux qui avaient posé les autres questions, donc je préférais mentionner aussi. Merci Peut-être beaucoup. te conseiller un livre qui s'appelle J'ai fait HEC, Paris en l'occurrence, et je m'en excuse. Et oui, il y a un magnifique livre de Kate Raworth sur cette théorie des donuts qui est extrêmement tout à fait, qu'on peut tout à fait recommander. Peut-être si vous voulez, on peut vous mettre quelques références qu'on donne aussi aux étudiants dans des lectures ou dans des éducations de choix de la recherche scientifique et aussi d'ouvrages de ce type-là qui sont vraiment intéressants. Merci pour le partage. Et peut-être qu'on a encore 5 minutes, je ne sais pas si sentez-vous libre de quitter, mais si encore 2-3 questions, je ne sais pas si on ose l'intérêt. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, pour moi. J'en profite pour en choisir une. La question est de Madame Dong. Donc, la possibilité de capter et réutiliser du CO2 est une solution pour motiver les entreprises. C'est la question. Et quel état de développement les sociétés en sont les sociétés suisses en ce point-là? Bernard? Il n'y a pas beaucoup de solutions pour l'instant de captage de CO2. C'est évidemment quelque chose qui peut être extrêmement intéressant à faire. Aujourd'hui, la réduction du CO2 se fait par la croissance des forêts. On a une augmentation des forêts qui vont capter du CO2. Et il y a un potentiel de stockage qui est important dans les sols. Ils ont été longtemps appauvris en matière organique, on pourrait les réenrichir. Et c'est par contre le volume qui est potentiellement stockable, entre guillemets, est incertain. L'alternative vraiment, pour l'instant la plus prometteuse, c'est effectivement de mettre ça dans des sites géologiques de stockage, un peu comme on avait l'intention de le faire avec les déchets radioactifs, c'est aussi un déchet. On va essayer de le stocker. L'avantage avec le CO2, c'est qu'on peut l'envoyer en grande profondeur à travers des puits, comme typiquement dans les forages de pétrole, et qu'en profondeur, il va se transformer, il va créer des matières minérales et il va se dissoudre dans les eaux souterraines salines, ce genre de choses, et donc plus remonter à la surface. Alors, ce n'est pas tout simple, hein. Il faut quand même des conditions qui sont très particulières pour pouvoir réaliser ce genre de choses-là, mais potentiellement, il y a un volume énorme qu'on pourrait stocker ainsi dans le sous-sol. Donc, ils font des tests maintenant en Norvège pour faire ça. Dans les vieux puits de pétrole, ils réinjectent du CO2. Ça leur permet aussi de pousser le reste du pétrole en dehors. Hein. C'est aussi un avantage pour eux. Donc, ils y trouvent leur compte. Mais à terme, évidemment, ce n'est pas une solution, quoi. Il faut qu'on puisse trouver des sites de stockage à la limite chez nous. Il y en a, c'est possible et c'est très peu risqué, il n'y a quasiment pas de risque de faire ça. Par contre, il faut y trouver un intérêt économique. Et là, tous les mécanismes de tarification du CO2 peuvent évidemment être utiles. Si on fixe un prix au CO2 et qu'on arrive à réduire ce CO2 à fixer un prix à la réduction du CO2, tout à coup, ce genre de projet pourrait devenir attractif. Là où je crois un peu moins, c'est ces systèmes qui permettent d'extraire du CO2 de l'atmosphère. Pour moi, ils sont peu efficaces et puis ça ne résout pas la problématique de qu'est-ce qu'on va faire avec le CO2.
Alors, il y a aussi des discussions de créer des nouvelles matières, des nouveaux produits qui pourraient utiliser le CO2. Évidemment, ce serait intéressant, mais il faut que ces produits soient compétitifs, qu'ils aient les performances qu'on veut, notamment si on veut mettre ça dans la construction, par exemple. Et aujourd'hui, franchement, on en est encore très loin. Je ne connais pas de solution industrielle qui utilise du CO2 à grande échelle et qui nous permettrait de même approcher des volumes qui pourraient être intéressants en termes de réduction. Donc, ça reste un très grand défi. Ça reste évidemment une des solutions qu'il va falloir trouver, une technologie qu'il va falloir mettre en place, hein, stocker le CO2 ou extraire le CO2 et le mettre quelque part. On n'a encore pas tous les éléments en main. Un élément peut-être que je pourrais mentionner, c'est ce qu'on appelle le biochar. En fait, c'est bêtement le charbon de bois que vous achetez pour faire vos grillades. C'est du carbone pur, c'est assez stable et on peut le réutiliser dans l'agriculture de façon assez intéressante pour réduire les émissions notamment d'oxyde d'azote. Donc, si quand on brûle du bois, on arrête la combustion au bon moment, on fait du charbon plutôt que juste des cendres. Et ce charbon-là, on peut le réintroduire dans les sols et enrichir les sols en matière organique avec ça. Enfin, en tout cas, en carbone, quoi. Il est inerte, par contre, mais ça peut permettre, par exemple, d'absorber certains nutriments, enfin, de stocker, de fixer des engrais, ce genre de choses. Donc ça peut être des solutions intéressantes. J'aurais une question pour Werner, si je peux me permettre 2 secondes. 2 Oui. secondes, Christophe. Oui, merci. On parlait tout à l'heure de Coop et Migros qui veulent que les serres, nous, on trace, mettons, des salades en aéroponie, donc c'est un peu comme, voilà. Et puis, dans une serre, le principe de la photosynthèse, comme vous le savez, avec les photons, les plantes produisent toujours de l'oxygène, et la nuit, il y a l'inverse. C'est un peu comme le cycle de Krebs quand un muscle consomme de l'oxygène. C'est l'inverse du C6H2O6. Et ma question est, si on peut imaginer des serres énormes, toujours éclairées de manière d'énergie solaire récupérée par batterie, donc on aurait toujours une photosynthèse positive dans le sens que la plante absorbe le CO2. Est-ce que je suis à côté de mes pompes là, Werner, ou pas? Parce qu'en fait, voilà. Non, c'est juste. Alors, les plantes, c'est l'idée de la croissance des forêts. C'est comme ça qu'on va absorber du CO2. C'est ce qui se passe dans les forêts amazoniennes, qui est aujourd'hui le plus grand, enfin, c'est un énorme réservoir de CO2. Et sous l'eau aussi, hein, les algues dans la mer. L'idée, ce serait vraiment de pouvoir inverser ce processus, enfin, dans le sens que, ou de pouvoir pousser un peu ce processus. Dans les serres, ce qu'il faut apporter pour faire croître les plantes plus rapidement, c'est justement du CO2. Elles ont besoin de ce CO2 pour pouvoir croître, et c'est 20% de différence. Si vous amenez suffisamment de CO2 dans une serre, c'est 20% de croissance en plus. Donc, typiquement, c'est un endroit où on va pouvoir réinjecter du CO2 et le réutiliser, pour autant que derrière, évidemment, les plantes, on réussisse à fixer ça sur le long terme. Aujourd'hui, on va évidemment en créer, si possible, du biogaz, des déchets organiques. Les fruits, on les consomme, ou les légumes, on les consomme, et les déchets organiques, on va, si possible, en créer du biogaz, donc on va créer de l'énergie, mais au final, ce sera de nouveau réémis dans l'atmosphère. Donc, ce n'est pas un système de stockage de CO2 sur le long terme. Non, de consommation de CO2, parce que si la serre, comme on sait, les forêts, la nuit, elle dégage du CO2, photosynthèse, principe. Si la serre est toujours éclairée par du solaire et batteries solaires, elle est toujours en demande de CO2, puis elle recrache toujours de l'oxygène. C'est ça que je voulais dire. C'est juste, par contre, il faudra trouver une utilisation à la matière organique qu'on va créer, parce qu'on va vraiment créer beaucoup de matière organique. Et cette matière organique, il faudra la fixer quelque part pour que le CO2 reste absorbé sur le long terme. C'est ça. Alors, c'est juste, on va extraire du CO2 de l'atmosphère en mettant des plantes dans les serres. On va pouvoir, si on les éclaire, donc on leur apporte la bonne énergie, les faire croître même la nuit, pour autant que ce soit économiquement rentable et d'un point de vue énergétique rentable. Par contre, on n'aura pas une solution de stockage sur le long terme. On va juste l'extraire temporairement, puis au final, le relâcher quand la matière organique va se décomposer. Robin, je propose des contextes. Voilà, vous preniez ça en bilatéral, mais c'est passionnant, hein, à part ça, mais je vous mets volontiers en contact, ou je suis même la partie pour ce que je comprends, donc mais volontiers, ouais. Peut-être s'il y a encore une ou deux dernières questions, ce serait volontiers. Alors, peut-être une dernière.
J'essaie juste de retrouver la question, excusez-moi. Je ne comprends pas qu'on vous ait perdu là. Alors, la question n'est pas sur le CO2, c'est quels autres pays sont des exemples, donc j'imagine d'un point de vue général, et sur quel domaine spécifiquement? Donc en termes de durabilité globalement? Absolument, oui. C'est ça? Bon, je laisse peut-être René répondre sur le carbone. Oui, c'est vrai que c'est une question. Alors, il faut regarder une statistique qui peut être utilisée toujours un peu délicatement, c'est ce qu'on appelle l'empreinte carbone, enfin le carbone footprint qui a été développé par Mathias Vanaga il y a déjà une quinzaine d'années, qui mesure globalement quel est on va dire, très simple, à l'arrivée, le nombre de planètes consommées par habitant dans un pays. Alors, ça c'est l'avantage et défaut. Mais en termes de communication, en tout cas, moi, ça m'avait beaucoup marqué à l'époque. J'ai fait des études dans le domaine de la durabilité. Et puis, savoir que, voilà, globalement, on consomme 3 planètes. Vous avez vu récemment, on avait passé les idées. Donc, à partir d'il y a quelques jours, on est en endettement par rapport à notre planète. Donc, pour générations futures, enfin, voilà, tout ce qui s'ensuit. Et puis, si vous allez du côté un peu plus des États-Unis, ben, on est plutôt à 7 planètes. Et puis, il y a quelques pays entre deux à 4 ou 5 planètes. En Suisse, on est à 2,6 grosso modo. Et puis après, voilà, vous avez à l'autre bout de la chaîne des pays beaucoup moins développés avec 0,1. Voilà, ça c'est une manière peut-être d'aller regarder. Il y a extrêmement peu de pays très développés qui ont en même temps une empreinte écologique en dessous de 1, c'est un arbitrage qui est extrêmement périlleux. Mais j'aimerais comme ça, juste peut-être pour moi encore là, citer le cas de la Nouvelle-Zélande, qui a une première ministre maintenant qui semble avoir abordé les choses un peu différemment, veut pour preuve le fait que l'indicateur principal de bien-être du pays n'est plus le PIB. Je rappelle qu'entre HEC, on peut une fois se dire qu'on a tous été baignés là-dedans, hein, quand on est encore dans quelque chose de dogmatique. Le référentiel reste la croissance et on mesure ça voilà, en termes d'addition de valeur ajoutée. En Nouvelle-Zélande, ils ont mis en place d'autres indicateurs, hein, entre autres quelque chose qui est de l'ordre du bien-être, la diversité des écosystèmes, comment ils se comportent, etc. Même sur la discrimination, je crois. Enfin, il y a quelque chose d'autre. Alors, ils n'ont pas complètement éludé le PIB, il faut laisser ça. Mais voilà, c'est une approche qui est plus complète et qui est certainement plus en réalité avec les enjeux de notre siècle. Peut-être qu'il y a aussi quelque chose à faire là. Alors là, je parle vraiment aux économistes macro. Je boucle presque la boucle, mais Patricia, dans notre volet, on avait un contemporain, enfin, un collègue qui a fini la Federal Reserve à New York dans les vice presidents. Là, enfin, je ne sais pas, des gens comme ça, je pense qu'ils peuvent amener des nouvelles théories à ce niveau-là. Oui. Maintenant, je ne sais pas, au niveau bilan carbone, peut-être dernière, tu peux encore juste dire un mot, parce qu'il y a des pays qui sont vraiment. Moi, je pense qu'aux Scandinaves, comme ça, spontanément, mais je ne sais pas, c'est peut-être pas les seuls. Oui, alors il y a. Ça dépend des éléments. Si je prends par exemple le premier pays à avoir de l'électricité 100% renouvelable, c'était le Costa Rica. Donc, ce n'est pas forcément des pays auxquels on pense, mais il y a des pays qui sont sur certains éléments très en avance. Et c'est vrai que sur les pays nordiques, par exemple, sur la mobilité, où on va dire à partir de 2030, on n'a plus le droit de vendre des véhicules thermiques. Le Danemark, la Norvège, par exemple, ont déjà pris ce genre de décision. Donc, sur ces éléments, ils sont très en avance. Je pense qu'actuellement, ceux qui vont vraiment le plus vite avec les éléments les plus concrets, c'est l'Union européenne, avec notamment des directives très, très strictes sur qu'est-ce qui est de la finance durable ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on va considérer comme étant de la finance durable? Je vous ai montré des chiffres avant, mais ils ont mis des choses extrêmement strictes là-dessus. Et ils ont fait, ce que je trouve parfaitement juste, finalement, de l'objectif zéro carbone, leur outil de croissance. La croissance va passer par là et ils sont en train de mettre en place énormément de choses pour dire c'est là-dedans qu'il faut investir, c'est là-dedans qu'il faut aller, dans les énergies renouvelables, etc. C'est ça qui va nous permettre à terme d'avoir une croissance constante et puis de pouvoir continuer à développer finalement nos activités industrielles. Et je pense que c'est pour l'instant vraiment l'Union européenne qui, pour moi, montre les signes les plus tangibles et les plus crédibles en tout cas. Ce n'est pas juste des effets d'annonce, c'est vraiment du travail de fond qui est fait derrière et qui, à mon avis, va vraiment porter ses fruits à l'avenir. Merci beaucoup pour cette présentation que nous avons pu continuer encore une bonne vingtaine de minutes. Merci Christophe, merci Werner, merci à tous les participants et spécialement à tous nos alumni cotisants.